Soyez bienvenus, nous sommes heureux de vous retrouver, de vous accueillir sur les antennes de Radio France Internationale et de TV5 Monde, c'est international. Une émission que nous réalisons chaque semaine en collaboration avec le quotidien français Le Monde. Beaucoup d'actualités en cette journée du 25 mai, avec des élections qui se déroulent en France ou en Ukraine, avec, vous le verrez, un certain nombre de drames à travers la planète. Nous avons choisi, les rédactions vous restitueront la suite des événements que je mentionne, mais nous avons choisi de revenir sur une tragédie du siècle passé, du XXe siècle, un génocide. Ce génocide, il s'est déroulé au Rwanda, voici tout juste 20 ans. Il était en train donc de marquer l'histoire, faut-il rappeler, 800 000 morts en 100 jours, beaucoup de questions encore qui sont posées aujourd'hui. Et nous recevons l'une des survivantes de ce génocide, Yolande Mukagasana. Merci d'être avec nous, vous êtes rwandaise, vous êtes, je le disais, survivante, votre famille, vos enfants, votre mari ont été tués dans ce génocide de 800 000 morts. Vous publiez ce livre aujourd'hui, l'ONU et le chagrin d'une négresse. Beaucoup de questions à vous poser, bien sûr, sur une réconciliation peut-être ou non à l'œuvre, sur la justice, sur la mémoire, de ce que vous faites aujourd'hui. Vous étiez infirmière anesthésiste et vous travaillez dans la Commission nationale donc de lutte contre le génocide. Vous nous direz comment vous œuvrez. Vous êtes aujourd'hui spécialiste également en relations politiques. Vous avez travaillé dans ce domaine. Donc beaucoup de questions que je vous poserai avec Sophie Malibaud de Radio France Internationale et avec Christophe Chatelot du Monde. Peut-être, avant de vous retrouver, un rappel de ce qui se passait il y a 20 ans et quelques images pour mieux faire connaissance avec vous. Yolande Mukagasana vient de ce pays-là, Rwanda, le pays aux 1000 collines. Une terre lumineuse au cœur de l'Afrique des Grands Lacs, une nature généreuse, une sorte de jardin extraordinaire. On raconte qu'un jour, il y eut une éclipse du soleil qui plongea le pays dans le noir, au moment même où le roi offrait cette terre d'abondance aux colonisateurs. Depuis, on l'appelle aussi le pays hanté. Au Rwanda comme en Burundi, on rencontre trois groupes ethniques nettement distincts. Les Batutsis sont la race dominante. Ils sont venus du nord en menant leurs troupeaux en quête de pâturages nouveaux. Au Rwanda comme au Burundi, disait la propagande coloniale, les Tutsis sont la race dominante et les autres, les Hutus, des paysans. Pour gouverner, les colons belges adoptèrent la technique du diviser pour mieux régner et accentuèrent la différence entre Tutsis et Hutus. En 1994, 30 ans après la décolonisation, 40 ans exactement après la naissance de Yolande Mukagasana, une lutte pour le pouvoir entre ces deux ethnies principales dégénère en génocide. 800 000 Tutsis sont exterminés à la machette en 100 jours. Parmi les morts, le clan de Yolande Mukagasana. On dit que la mort ne voulait pas d'elle. Toute sa famille va périr, tous, sauf elle. Mais culpabilité, pourquoi? Parce que vous aviez laissé tuer vos enfants, vous n'auriez pas pu faire autrement. Des fois, je me dis, pourquoi est-ce que je n'ai pas dit à mes enfants, allez quelque part, partez simplement. Et en même temps, je me dis, si j'étais partie, j'aurais rencontré des assassins et mes filles auraient été violées, parce que c'est ça qui me faisait le plus peur. Et c'est ce que les enfants de Rwanda ont vécu et les femmes. Yolande Mukagasana passe désormais sa vie à témoigner de celle des morts. Avec ses livres, l'ancienne infirmière anesthésiste tente de panser ses propres plaies en continuant de soulager celles des autres, mais avec le seul remède qui vaille, la vérité. J'espère que ma vérité ne vous choque pas. Mais si moi je ne dis rien, personne ne va le dire. Je n'ai rien à perdre car on m'a tout pris en 1994. Ma vie n'est pas une vie, c'est une survie. Je vis plus avec les morts qu'avec les vivants. Difficile de raconter l'histoire lorsque chacun défend sa vérité. Aujourd'hui, cette écrivaine engagée accuse les Nations Unies et la France de complicité dans le massacre. Dans ses livres, elle reproche en particulier à l'armée française d'avoir soutenu le régime politique d'alors, celui qui organisa le génocide. En France, certains accusent Yolande Mukagasana de défendre la vérité des vainqueurs, celle du président Paul Kagame, d'origine Tutsi comme elle, celui qui a depuis aboli les ethnies, élu en 2000, mais en réalité au pouvoir depuis juillet 1994.
Voilà pour ce rappel des faits qui se déroulaient il y a tout juste 20 ans. Vous publiez donc aujourd'hui, je le disais, l'ONU et le chagrin d'une négresse. On pourrait expliciter chacun des mots de ce titre. Vous revendiquez négresse, c'est une façon de renvoyer certains lecteurs occidentaux à un langage colonial qu'on a retrouvé dans peut-être ce rappel de François-Xavier Freland. Mais évidemment, vous savez bien que c'est péjoratif. Et si je n'utilise pas ce mot-là, ils ne vont peut-être pas lire. Je voulais les attirer à constater qu'on a compris. Sophie Malibaud et Christophe Châtelot. Je voulais vous demander justement, depuis les lendemains du génocide, quel a été votre cheminement interne? Comment est-ce que vous avez fait pour survivre? Par quelles étapes vous êtes peut-être passé intérieurement dans ce cheminement vers la vérité? Je ne peux pas dire que j'ai accepté ce qui m'est arrivé. Non, je suis restée dans la révolte. Et parfois, je me demande si ce n'est pas cette révolte-là qui m'a fait vivre. D'abord, avant de partir en Belgique, je suis allée sur la fosse commune de mes enfants. Je suis allée leur dire que je suis décidée à poursuivre le chemin de la justice parce que leur papa, qui était déjà orphelin depuis 1963, n'avait jamais eu de justice. Il est orphelin parce que ses parents avaient été également tués dans des massacres de cette nature. Ses frères, ses sœurs ont été tous massacrés quand il avait 13 ans en 1963 à Noël. Pardon de vous interrompre, pour reposer la question, pour remettre dans le contexte, le sentiment que l'on a eu peut-être dans le monde entier, c'est qu'il y a l'attentat contre le président Habyarimana qui déclenche un génocide. Et vous dites, il a commencé bien avant, il était là bien avant, il y avait déjà eu des génocides. Même avant le 7 avril, aux environs du 5, du 6, j'ai passé la journée à soigner les blessés du génocide. Avril 1994. Donc, dire que ça commence déjà en ce moment-là, non, ça c'est la phase finale du génocide qui avait commencé en 1959. En 1950 59, où il y a eu toujours des massacres des Tutsis. Ces massacres sont restés impunis. On n'avait même pas droit de parler des massacres. On appelait ça le tourbillon. Et je l'écris dans mon livre. On ne pouvait même pas prononcer. On ne pouvait pas pleurer les nôtres, depuis toujours. Alors cette impunité qu'ont joui les assassins, c'était normal qu'ils fassent encore mieux le travail, parce que le génocide s'appelait le travail en 1994. Mais donc 59, 94... vous sentez monter cette haine qui aboutira à ce drame absolu. Comment expliquez-vous que personne ou rien n'ait été fait pour ne pas en arriver là? Qu'est-ce qui a empêché que la communauté internationale se mobilise? Vous mettez en cause l'ONU. Et je devrais plutôt poser ces questions-là parce que ce sont toutes les questions que je me pose. Tous les pays occidentaux avaient des ambassades sur place et les ambassades savaient, étaient au courant. Et si on voulait aller plus loin, même le gouvernement intermédiaire a été intronisé, si je peux l'appeler comme ça, à l'ambassade de France. Donc, que ce soit les États-Unis, tout le monde occidental était au courant. Vous imaginez qu'on n'est pas resté les bras croisés parce qu'on sentait bien qu'on allait être massacrés. Mais personne ne nous croyait. Mais depuis le début des années 90, il y avait en même temps un processus politique, une recherche d'ouverture du régime, le multipartisme, et puis ce processus de négociation à Arusha. Pendant cette période-là, qu'est-ce que vous pensiez On a essayé de fuir. Moi, personnellement, avec ma famille, on a essayé de fuir, on a pris la voiture. On a été ramenés de la frontière dans la ville de Kigali en disant les Tutsis, de toute façon, vous fuyez la paix. Donc, pour vous dire que nous, on n'était pas restés les mains croisées, mais on était dans un étau par les gardes frontières. On n'avait pas droit de traverser. Ce qui traversait, c'était vraiment en cachette et parfois, ils tombaient dans des rivières. On n'en parle pas. Alors, mais on a essayé. Vous-même, pour le rappeler, vous avez été caché par une personne pendant plus d'une semaine. Vous avez été dans un petit cagibi, dans un petit réduit, ce qui vous a sauvé la vie. Et vous utilisez le terme de juste. Et les justes, il y a une connotation historique. C'est naturellement la Shoah, ceux qui ont caché les Juifs. Est-ce que ce génocide s'apparente aux autres génocides du XXe siècle ?
pour moi, il ne faut jamais comparer les génocides parce que ça reste un génocide. Peut-être les moyens utilisés, peut-être certains facteurs, mais qui amènent à une seule chose, c'est l'extermination. Et j'utilise ces mots parce qu'il était interdit de sauver même un bébé Tutsi pendant le génocide parce que c'était un serpent, c'était un cafard, ce n'était pas un enfant. Alors que certaines personnes aient sacrifié leur vie pour sauver d'autres, ce n'était pas donné. Si tous les Hutus du Rwanda avaient fait la même chose, il n'y aurait pas eu de génocide. Comme s'il n'y avait pas eu de Hutus qui ont eu un cœur humain, il n'y aurait pas eu de survivants. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous considérez aujourd'hui, notamment au travers de votre travail dans la Commission nationale, que la mémoire ou l'œuvre accomplie par les justes est reconnue à sa juste valeur ou pas ? C'est reconnu parce que même l'État leur donne des médailles. Et moi, je viens de mettre sur pied une association pour la défense des justes du Rwanda. Mais peut-être que ma façon de voir les justes ne sera pas la vôtre. On va voir. Mais au moment des célébrations, il y a un certain nombre de critiques ont été émises à l'égard du régime du président Kagame, notamment celle de vouloir à la fois célébrer, marquer cet événement et tourner la page, passer à autre chose. On a dit cette loi qui considère qu'il n'y a plus de Tutsis ni de Hutus, mais seulement des Rwandais. Un certain nombre de victimes estiment également qu'on les oublie, qu'ils n'ont pas suffisamment la parole. Qu'est-ce que vous pensez de ces critiques et chez nous, on dit, quand on n'a pas d'insulte à donner une vache laitière, on dit qu'il a un gros pied. Donc, pour vous dire comment est-ce que le Rwanda peut effacer le génocide d'un revers de la main, que ce soit le président Kagame, que ce soit quelqu'un d'autre. On est là, ce sont les nôtres qui ont été exterminés. Et nous sommes là comme les survivants. Nous avons des associations au niveau national. Et quand on prépare une commémoration, nous participons à cette commémoration. Donc, je ne comprends pas comment le Rwanda peut effacer comme ça la mémoire du génocide. Et d'ailleurs, si le Rwanda osait faire ça, il n'y aurait plus de Rwanda. C'est l'histoire d'un peuple. On ne peut pas effacer comme ça l'histoire d'un peuple, parce que ce n'est pas une histoire des Tutsis ou des Hutus, c'est une histoire des Rwandais. C'est vrai que la carte d'identité ethnique est supprimée. Et ce qui est magnifique pour nous, que le président Habyarimana avait refusé, qu'il disait qu'il faut être fier de ce que l'on est, quand les uns se faisaient massacrer pour ce qu'ils étaient. Donc, chaque Rwandais sait ce qu'il est bien au sûr. fond lui-même. C'est une question d'identité, pas seulement de carte d'identité. Ce n'est même pas une question d'identité, c'est une question de lavage de cerveau pour nous mettre les ethnies dans la tête, alors que nous parlons tous une même langue, nous avons une même culture. Nous croyons tous à Imana Dieu de Rwandais avant la colonisation avec le christianisme. Donc, c'est artificiel. Pourquoi continuer à vivre dans l'artificiel ? Avant le génocide, vous avez à un moment donné été sage-femme. Et il y a l'écrivain sénégalais Boubacar Boris Diop qui explique que c'est peut-être la continuité, mais vous êtes voué à obtenir l'accouchement de la vérité. Vous êtes dévoué à cette tâche. Comment est-ce que vous y prenez très concrètement ? Vous allez voir directement les bourreaux. Expliquez-nous quel est votre rapport avec les gens qui ont été les massacreurs. Depuis 1998, j'ai commencé avec un photographe belge, Alain Kaziniarakis, à aller à la rencontre des Rwandais. Pourquoi ? Parce que j'avais passé une nuit sans sommeil, je me posais des questions, je me demandais comment les assassins pouvaient vivre et dormir normalement après avoir massacré les bébés. Comment est-ce qu'on peut approcher sa femme après avoir violé une autre femme ? Pas par envie, mais uniquement par torture sexuelle. Donc, je ne comprenais pas comment ils vivaient après le génocide. Et parfois, je pensais à tort que les autres rescapés avaient pu oublier et mener la vie comme si de rien n'était. Et surtout, je me demandais si réellement, à part mon Emmanuel, s'il y avait eu un autre Hutu qui avait fait un geste. C'est la personne qui vous a sauvé, cette juste dont vous parlez, voilà. Cette femme qui vous a caché dans une soupe. Voilà. Donc, je pensais qu'elle était seule.
Et les autres avaient tous tué. Je suis allée à la recherche de cette vérité-là que les gens parfois n'aiment pas beaucoup entendre. Donc j'ai écouté tout le monde. Et qu'est-ce que vous avez obtenu comme réponse? Qu'est-ce que ça La produit? blessure pour tout un peuple. Les blessures du silence. Vous nous dites que les victimes sont blessées et les génocidaires sont blessés aussi. Aujourd'hui, nous avons même les crises de traumatisme chez les assassins, comme chez les enfants qui sont nés après le génocide. Donc c'est une réalité qu'on ne peut pas occulter. Et comment est-ce que cela est pris en compte dans le Rwanda d'aujourd'hui? Comment est-ce que cela est traité très concrètement, ce problème-là? Nous avons des gens qui aident dans le traumatisme. Vous êtes vous-même membre de la Commission nationale pour la lutte contre le génocide. Comment est-ce que vous opérez dans cette... Je suis son employé et je travaille, je suis conseillère pour le plaidoyer pour les rescapés du génocide. Donc, je vais à tous les sujets, les terres, la santé, la justice. Je dois suivre pour voir, par exemple, si la justice se fait vraiment Et pour les victimes. Dans ce travail, qu'est-ce qui vous a particulièrement apporté une satisfaction dans le sens de la recherche de la vérité? Qu'est-ce qui vous permet de dire que le Rwanda a changé, a évolué, ou au contraire, est-ce que finalement ça tient parce que le régime tient, et c'est un régime fort? Est-ce qu'il y a toujours un risque de génocide, de vengeance, de retour aux violences? Pour moi, il n'y a pas de risque de génocide au Rwanda, plus qu'il y en aurait en France. Parce que de toute façon, c'est toujours la tolérance qui peut faire vivre un peuple. On est différents, mais on a plus de choses en commun que différemment. Non, parce que, excusez-moi, pour compléter la question que Christophe Flatlot, Yolande Mukagassana, vous nous dites qu'il y avait eu avant le génocide, il y a 20 ans, voilà, des tueries, des exactions avant. Vous dites, compte tenu de ce qui s'est passé, il y a une réconciliation qui rend aujourd'hui hautement improbable la survenance à nouveau de drames de cette nature. Il n'y aura plus de tueries de cette nature aujourd'hui au Rwanda. Il ne peut pas y avoir, personnellement, je peux me tromper, mais je ne crois pas. Il ne peut pas y avoir encore un génocide au Rwanda. Parce que quand on voit la souffrance de tout un peuple, les assassins n'ont rien gagné, les victimes n'ont rien gagné. Nous sommes tous des perdants. On s'est rendu compte. Alors, on essaye d'évoluer. On essaye de faire revivre notre nation comme une vraie nation. Il y a beaucoup de questions que nous allons vous poser dans la deuxième partie de cette émission, notamment sur la mémoire et donc sur les jugements. Les génocidaires, ou réputés tels, pour l'essentiel, sont jugés au tribunal pénal international en dehors du Rwanda, que ce soit à La Haye ou dans des capitales occidentales. Est-ce que c'est plus sain de juger les hauts responsables de génocide en dehors de Kigali et du Rwanda? Et dans quel but, justement? Parce que pour moi, juger les assassins en dehors de leur pays, c'est limiter les victimes et c'est limiter les témoins à les témoigner. Mais la justice rwandaise avait les moyens de juger sereinement ces génocidaires? En tout cas, nous avons jugé plus que le tribunal pénal international parce que nous avons jugé presque 1 million de personnes. Et maintenant, avec les Gacaca. Maintenant, on apprend en France qu'il va y avoir l'ouverture d'un nouveau procès. Est-ce que c'est quelque chose, c'est un objet tout de même de satisfaction pour vous? Qu'il y ait des plaintes qui aboutissent en France? Moi, je vous assure, c'est personnel, ce que je veux dire. J'y croirai après. Parce que je me souviens comment j'ai toujours essayé de relancer la France depuis 20 ans. Ça n'a rien donné. Donc j'y croirai après. Relancer sur quel thème, dans quel domaine? Qu'est-ce que vous attendiez de la France? À propos de la justice. Moi, si j'étais un assassin, je me réfugierais en France. Voilà. Donc nous considérons Alors c'est une critique que vous adressez à la France, où des génocidaires sont jugés, ont été jugés. Nous en reparlerons. C'est la pause de l'actualité sur les antennes de RFI et de TV5 Monde. On vous retrouve dans 2 minutes. Invité d'International sur RFI, TV5 Monde, en liaison avec le quotidien Le Monde. Aujourd'hui, Yolande Mukagassana, qui publie L'ONU et le chagrin d'une négresse. Vous êtes, nous le disions avant cette émission, une survivante de ce génocide, au cours duquel vous avez perdu toute votre famille. Rappelons-le, 800 000 morts en une centaine de jours. Beaucoup de questions qui se posent encore aujourd'hui. Vous évoquiez à l'instant le rôle de la communauté internationale ou de la France.
peut-être la question qui vient 20 ans après, il y a plusieurs vérités encore juxtaposées. Est-ce qu'il est trop tard ou est-ce qu'il est trop tôt pour comprendre ce qui s'est passé? Dans d'autres génocides, ça a pris 2 ou 3 générations. Peut-être est-il trop tôt pour savoir, pour comprendre. Peut-être est-ce trop passionnel encore pour qu'il y ait une vérité qui s'impose. Il n'est jamais trop tard pour comprendre. Et c'est toujours mieux de savoir parce que nous devons protéger les générations. C'est plutôt dommage que ce n'est qu'aujourd'hui qu'enfin les gens peuvent comprendre. Parce que nous, on aurait aimé que les gens comprennent bien avant que le génocide ne s'installe. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ou dire pour l'éviter, ce génocide? Y a-t-il une façon de prévenir ce genre de tragédie? Il faut d'abord que les uns prennent leurs responsabilités et surtout qu'ils évitent les passions et des liens occultes. Parce que s'il n'y avait pas eu de liens occultes entre le président Habyarimana et les pouvoirs occidentaux, je pense que beaucoup auraient été évités. Vous faites référence justement à la responsabilité de la France dans ce drame. La France intervient actuellement dans plusieurs pays d'Afrique, militairement, Mali, en Centrafrique. Est-ce que, malgré cette intervention... Avec des armes africaines, rappelons-le. Avec des armes africaines. Il y avait l'ONU au Rwanda qui était déployé au moment du génocide au Rwanda. Bref, ouais. Est-ce que ce déploiement militaire français et africain est destiné à éviter de nouveaux génocides, ou est-ce que, au contraire, le passé a montré qu'il ne pouvait rien prévenir? Je vous rappelle qu'en Centrafrique, il y a aussi le contingent militaire rwandais. Donc, nous avons des informations par rapport à la Centrafrique. Et moi, je pense que les médias français, quelque part, devraient arrêter de désinformer. Parce que j'ai constaté que quand on veut mettre en avant la France, on désinforme beaucoup. Et parfois, ça nous aide parce que les images qu'on peut avoir sur les responsabilités des militaires français sont parfois des images de la télévision française. Qu'est-ce que vous voulez dire sur la Centrafrique? Qu'est-ce que vous voulez dire au niveau de la désinformation? Oui, parce qu'en Centrafrique, on dit tout va bien, tantôt tout va très très bien, alors que réellement, ce n'est pas la... Madame, si vous m'autorisez, nous ne sommes pas dans une contradiction, dans un débat, nous vous recevons avec beaucoup de respect et d'émotion aussi. Vous parlez de désinformation de la France. Faut-il rappeler, nous sommes à l'antenne de RFI également, que certains de nos confrères ont payé de leur vie ou paient de leur vie le devoir d'informer. Je tenais simplement à le signaler. Au-delà de ça, la question qui en est fait poser par Christophe Chatelot, lorsque l'Occident intervient ou lorsque la France intervient à la demande de l'ONU dans tel ou tel pays, on peut parler d'ingérence. Si elle n'intervient pas, on parle d'indifférence. Que doit-elle faire? Que doit faire cette communauté internationale? Vous savez, quand il y a eu la turquoise, l'ONU aussi a donné des autorisations. Et nous, on connaît les responsabilités de la turquoise, des militaires français. On est désolé, mais on dit la vérité si vous voulez l'écouter, tout simplement. Vous êtes sur une antenne, vous pouvez vous exprimer, madame. Si, ce n'est pas parce que l'ONU a donné une autorisation que d'office, c'est bon. Je reprends le titre de votre livre, l'ONU et le chagrin d'une négresse. Oui. Personne n'oserait évidemment, je vous ai posé la question tout à l'heure, utiliser aujourd'hui ce terme, très connoté colonialiste et défavorable. Vous accusez l'ONU. L'ONU n'est que l'addition des pays du monde. C'est pour cela que justement, même si on est fâché contre l'ONU, on ne peut pas porter plainte contre l'ONU parce que je ne connais pas un système, sinon je le ferai volontiers. Qu'est-ce que vous en attendez de l'ONU, en fait, dans ce type de conflit? Moi, je n'attends plus rien, en fait. Parce que ce que j'avais attendu de l'ONU, je n'ai rien trouvé jusqu'à aujourd'hui. Si vous voulez mon avis personnel, il faut déjà que l'ONU mette des outils qui protègent les gens. Il ne faut pas que l'ONU se targue des droits de l'homme et que l'ONU ne respecte pas. Parce que, souvenez-vous, De Gaulle qui disait « c'est un machin », il avait bien vu. Hein. C'est un machin, finalement, c'est quoi l'ONU? Le casque bleu, prix Nobel de la paix, vous en parlez avec beaucoup de critiques, il remplit un rôle d'interposition forte. Vous savez, mes enfants disaient bonjour au casque bleu tous les matins. Le jour où ils ont été massacrés, on n'a pas vu le casque bleu. L'ONU les a rappelés.
Je suis désolée de vous dire la vérité. Mais vous êtes là pour ça, votre vérité. Voilà, c'est ma vérité à moi. Et c'est la réalité. Il y a eu un génocide et je n'ai plus personne. C'est une réalité que je dis. Celui qui est venu, qu'il me prouve qu'il n'y a pas eu génocide, tout simplement. C'est de l'impuissance ou c'est de la complicité? De la part de l'ONU, de la part de la France? Pour moi, c'est la complicité, vous savez. Parce qu'on appelle l'ONU depuis toujours, on l'appelle au secours depuis toujours. Les Tutsis l'ont toujours appelé. Les réfugiés à l'extérieur du Rwanda depuis 1959 appellent l'ONU. Ils ont appelé l'ONU jusqu'à... Vous savez, la première déportation des Tutsis en cette période-là, ce sont des camions coloniaux qui les amenaient à Nyamata dans une jungle. Et attends... Et les gens ont toujours espéré. Et je dis dans mon livre, quand j'étais petite fille, maman me disait toujours, ma fille, on ne peut pas te faire confiance comme on ne peut pas faire confiance à l'ONU. Attends, c'est-à-dire que l'ONU a une histoire qui est même plus âgée que moi. Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que vous préconisez finalement que l'Occident ou les pays, les membres de l'ONU restent en dehors des conflits africains. Qu'est-ce que vous préconisez? Ce n'est pas ce que j'ai dit exactement. Oui. Je n'aime pas les conflits armés. Si, par exemple, je donne un exemple simple. Si l'ONU s'était occupée, par exemple, des réfugiés rwandais depuis toujours, il n'y aurait pas eu ce conflit. Si le HCR, qui est de l'ONU, n'avait pas placé les réfugiés à la frontière avec le Congo, on aurait évité la guerre avec le Congo. On aurait évité le massacre de toute une classe d'enfants au Rwanda, qui refusaient de se séparer en Hutu et Tutsi. Que chacun prenne les responsabilités, ça ira déjà beaucoup mieux. Alors, vous êtes aujourd'hui également citoyenne belge. Vous avez choisi de revivre à Kigali. Là où s'est produit ce génocide, là où sont morts vos enfants, votre famille, vous côtoyez nécessairement peut-être les assassins de vos enfants. Comment, au-delà de ce qu'on peut faire dans l'analyse autour de ces micros aujourd'hui ou de ces caméras, comment est-ce que vous le vivez? Comment est-ce que le mot pardon, peut-être, j'allais vous demander de m'excuser de vous poser la question, est-ce qu'un pardon est possible? Est-ce qu'on vit à côté des génocidaires, de ceux qui ont tué vos enfants? Non seulement j'habite au Rwanda, j'habite sur la même parcelle où j'ai reconstruit. Je côtoie les mêmes personnes. J'attends toujours quelqu'un qui puisse au moins venir me demander pardon parce que je me sentirais vachement reconstruite. J'attends et personne n'est toujours venu. Personne ne l'a fait? Personne. Alors comment ça se passe? Vous les croisez, vous savez dans quel temps? On se dit bonjour, ouais. Poliment, comme ça a toujours été depuis d'autres massacres que j'ai vécus, on se dit bonjour. Et si on vous et on fait des choses ensemble. Vous pensez que vous l'accorderiez? Ah, je crois bien. Je ne trouve plutôt personne qui m'en demande, c'est ça mon problème. Parce que quelque part, demander pardon, c'est la reconnaissance au moins de ce qu'ils m'ont fait vivre. C'est-à-dire que pour moi, c'est déjà le regret qui est là. Si quelqu'un regrette, pourquoi ne pas l'écouter? Alors on aurait beaucoup de choses à se dire et à se reconstruire. Parce qu'eux-mêmes, ils sont bien blessés. Ça veut dire que le processus de réconciliation rwandais en est encore qu'à ses prémices. Vous savez, la réconciliation, pour moi, ça ne doit pas se passer uniquement entre Rwandais. Entre Rwandais, c'est très important pour reconstruire notre nation. Et il y a des endroits où les assassins ont vraiment demandé pardon et dans la reconstruction pour les rescapés. C'est génial à voir. Mais il y a aussi une réconciliation dont on ne parle pas. Parce que quand on parle de réconciliation entre Rwandais, c'est encore une fois réduit le génocide à une affaire rwando-rwandaise. Et ça, j'aime pas. La Belgique a présenté des excuses, par exemple. Si, mais pas la France. Pardon? Pas la France. Absolument. La France a fait certains pas dans la reconnaissance de certaines erreurs d'appréciation. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces J'ai apprécié que le président Sarkozy est allé sur place. Pour moi, c'était un bon début, mais tout est cassé. Mais pourquoi? De quelle fête tout est cassé? Parce que si la France avait voulu suivre le geste du président Sarkozy, on serait très loin maintenant. Maintenant, je ne crois pas, parce que la justice, déjà, on n'attend presque plus rien de la France. Alors, il y a eu à nouveau une crise entre le Rwanda et la France. Il y a 2 jours, au Gabon, le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a salué, a eu un entretien avec le président du Rwanda, Paul Kagame. Ça va dans la bonne direction, ça? Je l'espère.
Ce serait bien, parce qu'au moins, les responsables politiques ne vont plus séparer deux populations. Nous avons des maris français, nous faisons des enfants français. Et où est-ce qu'on met nos familles là? Ça va être comme les Hutus qui avaient des femmes Tutsis, ou les Tutsis qui avaient des femmes Hutus, qu'on pouvait tuer les enfants Tutsis. Non, ça ne va pas. Donc pour moi, c'est un début. Il faut en profiter. On parle naturellement de cette tragédie qui était à l'œuvre, qui se déroulait il y a une vingtaine d'années. D'autres drames de l'Afrique ou ailleurs, hein, on parle beaucoup, il y a une émotion internationale autour de ce qui s'est passé au Kenya, au Nigeria, avec ces dizaines, centaines de lycéennes disparues, en effet, au Nigeria, dont on est toujours sans nouvelles. Est-ce que dans 20 ans, peut-être l'une de ces lycéennes écrira un livre comme vous, en disant « La communauté internationale a été indifférente, nous a pas aidés ». Est-ce qu'il faut y aller? Est-ce qu'il faut se mobiliser? Est-ce que c'est l'affaire de tous, y compris par une intervention militaire contre Boko Haram au Nigeria? Pour moi, je vous dis, je suis contre la guerre, je suis contre les armes. Personne n'est pour la guerre, madame, mais je vous pose la question par rapport à ces jeunes filles. Et personne ne pouvait penser que 20 ans après, je vais parler de ce qui s'est passé au Rwanda. Je fais confiance. Il y aura absolument quelqu'un qui va dénoncer ce qui se passe aujourd'hui. Mais il ne faut peut-être pas attendre 20 ans pour venir en aide à ces lycéennes. Non. Il ne faut pas attendre 20 ans. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que vous attendez? Vous êtes aujourd'hui à Paris. Qu'est-ce que vous attendez? Ou de l'ONU? L'ONU doit-elle intervenir? L'intervention de l'ONU, quelle intervention? Parce que si l'ONU se fait toujours avoir par les responsables, ça n'ira pas. Il faut que l'ONU sache exactement ce qui se passe, surtout en passant par les organisations africaines qui existent. Pourquoi est-ce qu'on doit toujours sauter la mer alors qu'il y a moyen de faire des choses dans la région? Mais contre Boko Haram, qu'est-ce que l'on fait, par exemple? Vous attendez quoi, vous, en tant que femme, par rapport à ces lycéennes qui vivent peut-être l'indicible en ce moment? J'attends la libération de ces jeunes filles. Ouais. Et pour moi, l'Afrique doit d'abord chercher une solution à son problème avant de sauter chercher les aides ailleurs. Il y a des dissensions entre certains États africains qui rendent le dialogue parfois quasi impossible. C'est exactement ce qui se passait entre le Nigeria et le Cameroun. Ils ne se parlaient pas. Le Cameroun pouvait servir de base arrière à la secte Boko Haram qui a perpétré l'enlèvement des jeunes filles. Qu'on en passe par Paris pour renouer ce dialogue, qu'est-ce que vous en pensez? Il n'existe pas que le Nigeria et le Cameroun. Il existe d'autres pays autour. Pourquoi ne pas passer par ces pays autour, qu'ils se mettent ensemble? Parce qu'ils ne se parlent pas. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Donc, pourquoi Paris doit appeler ces gens au lieu d'un responsable africain qui les appelle, qui parle avec eux? Comment ça se fait que le président du Nigeria s'adresse à François Hollande pour dire il faut qu'on se réunisse à plusieurs? Il a peut-être ses raisons politiques, que moi j'ignore, parce que je ne connais pas toutes les raisons politiques. En tout cas, personnellement, je trouve qu'il aurait fallu d'abord s'adresser à ses collègues africains et pour trouver la solution. Alors, si entre eux, comme Africains, ne trouvent pas de solution, qu'ils appellent à l'aide plus loin. Parce que chez nous, on dit qu'un bon voisin vaut toujours mieux qu'un frère qui habite trop loin de vous. Donc, il fallait d'abord s'adresser aux autres chefs d'État africains et chercher une solution. Et s'ils n'en ont pas, il y a plus grand, il y a l'ONU, il y a tout ce système. Oui. Oui, et ce phénomène Boko Haram et le radicalisme de cette secte, est-ce que selon vous, ça reflète justement un phénomène, une tendance lourde en Afrique de radicalisation religieuse sur une partie du continent, ou est-ce que c'est un phénomène marginal? Vous savez, nous vivons maintenant dans un monde de trop de conflits. Moi, je vais vous dire ma vérité encore une fois. Ce qui me fait de la peine, c'est que ces Africains se battent pour des cultures qui ne sont même pas les leurs. Que ce soit l'islam, ce n'est pas du tout la culture africaine. Que ce soit... Il n'y a pas d'islam africain. Je n'ai pas fini. Donc, que ce soit l'islam, que ce soit le christianisme, qui se battent entre eux, ce ne sont pas nos cultures.
Alors on devrait pouvoir donner chaque chose sa place. C'est ça qui est dommage. Madame, les responsables de l'islam disent que Boko Haram n'a rien à voir avec l'islam, que c'est une secte et rien d'autre. C'est une secte qui est affiliée à quelque chose, qui est affiliée ou à l'islam ou à autre chose. Donc, personnellement, tout le malfaiteur reste malfaiteur malgré sa couleur. Donc, c'est pour cela que je dis, les gens devraient se mettre ensemble dans la lutte et surtout dans la prévention. Parce que si on prévient le terrorisme, on y arrive si on veut. Mais du moment que chacun veut vendre ses armes, il faut bien les vendre à quelqu'un. Alors, Yohan Ugassana, vous venez de voir ou d'entendre il y a un instant le flash d'information. Il se déroule actuellement en Europe une élection majeure dont on ne peut pas parler puisqu'elle se déroule. Mais donc, l'Europe, en gros, a 60 ans. Il y a 60 ans, c'est également l'accès à l'indépendance des pays africains. L'Europe, au moins, a évité la guerre. On peut être contre, on peut dire pas assez, elle a fait... Bon. Mais la guerre ne se déroule plus sur ce terrain. Pourquoi est-ce que l'Afrique n'est pas parvenue à une unité politique, une unité peut-être culturelle, pour éviter ces conflits que nous voyons et qui nous amènent, nous, journalistes occidentaux, à vous dire régulièrement faut-il que la France intervienne, faut-il que les Nations Unies interviennent, etc. Pourquoi cette incapacité, hier, l'Organisation de l'Union africaine ou l'Union africaine aujourd'hui, à éviter ces conflits, à les prévenir? Et vous venez de dire 60 ans pour l'Europe. Donnez-nous le temps aussi. L'indépendance chez vous à 60 ans, madame. À 60 ans. Et l'Europe à combien de temps? Bien sûr. Voilà. Donc, il ne faut pas vouloir qu'on saute les étapes par lesquelles l'Europe est passée. On saute pas les étapes, et il y a 70 ans, l'Europe était en guerre. 70 ans, c'était la Shoah et la Deuxième Guerre mondiale. Et nous aussi, on a participé à ces guerres-là. C'est bien pourquoi je vous pose la question. Voilà, vous n'êtes pas les seuls. Mais quelles sont vos attentes de l'Union africaine aujourd'hui? Si on pouvait laisser l'Afrique faire ce qu'elle devait faire et être maître de son destin, moi j'y croirais. Mais très concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Attendez, ça fait 20 ans que le Rwanda est sorti du génocide, d'accord? Et on n'a jamais cessé de taper sur le Rwanda pour nous empêcher de nous reconstruire. Mais on arrive loin. Donnez-nous le temps. Je suis sûre que l'Afrique va s'en sortir parce que les Africains commencent à comprendre. Je n'ai jamais imaginé qu'il pouvait y avoir 3000 invités au Rwanda pour l'Assemblée générale de la BAD. Je viens et le même jour, c'est la fin de cette Assemblée générale. Vous trouvez que vous êtes dans un pays en progrès? Donc, on a progressé beaucoup avec nos blessures, bien sûr. Mais c'est pas tant sur le Rwanda que les gens tapent, pour reprendre votre expression, que contre un régime politique, c'est différent. Pour moi, c'est contre le Rwanda. Vous savez combien de fois depuis 1997 que j'ai sorti un livre sur le génocide et pourquoi c'est aujourd'hui seulement qu'il y a un média français qui puisse s'intéresser à moi alors que j'habitais en quelques kilomètres à Bruxelles et que je suis passée dans beaucoup d'autres médias. Vous avez été interrogé par nos confrères de la radio-télévision belge à plusieurs reprises. On n'est pas indifférent, madame. Nous vous recevons avec, je vous le disais, avec émotion et évidemment beaucoup d'envie de vous entendre et de donner votre témoignage en partage. Est-ce que vous êtes au courant que je suis venue m'imposer à la mission d'information de M. Kiles? Je ne figure nulle part. Pourtant, j'ai bien parlé là. Et j'ai bien lu ces livres-là. Donc, alors, je comprends parfaitement. Il faut toujours faire attention, peser les mots. Mais moi, je ne suis rien pour peser les mots. J'ai tout perdu, je n'ai plus rien à perdre. Donc, celui qui veut qu'on reconstruise ensemble l'humanité, c'est tout ce qui me reste. Je reconstruis comme je peux. Même les enfants français ont besoin de moi pour savoir les réalités que les autres enfants ont vécues. J'ai été dans des écoles et parfois les enfants m'ont posé des questions et des écoles françaises. Donc moi je pense qu'on devrait vraiment se mettre ensemble et trouver la solution pour l'humanité. Vous dites dans le témoignage que nous avons passé au début de cette émission, je ne vis pas, je survis. Vous avez changé de vie, vous allez témoigner, vous faites partie de ces commissions.
il faudra plusieurs générations pour que le Rwanda soit aux yeux du monde entier autre chose que le théâtre de génocide. Il faut plusieurs générations. Et hier, vous avez entendu l'attentat dans un musée juif à Bruxelles. Absolument. Que nous avons il tous y a condamné. Combien d'années après la Shoah? Donc, il faut aussi, il n'y a que 20 ans, nous laisser essayer de placer nos outils pour la lutte. Parce que ce n'est pas seulement pour nous, c'est aussi pour l'humanité. Je pense que nous y arrivons petit à petit. Est-ce que ce régime-là peut se démocratiser? Pour moi, on n'a pas un régime, on a carrément une démocratie, madame. Sincèrement. Parce que nous ne passons pas les urnes, nous avons voté pour notre constitution, nous avons voté pour notre président. Il y a encore du mal pour une opposition à exister. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples d'une opposition qui est vraiment valable? Pourquoi les gens s'improvisent en opposition parce qu'ils sont coupables de quelque chose au Rwanda? Écoutez, pour moi, une opposition, c'est toujours mieux. Parce que quand vous me faites des critiques, vous m'aidez à m'améliorer. Elle pose des questions. Non, je lui donne un exemple. Donc, une opposition aide toujours à faire mieux. Vous voyez? Donc, si c'était au Rwanda, je sais qu'il y a des partis d'opposition, mais personne ne croit à ces partis d'opposition. On croit qu'ils sont dans les... Ils essaient de défendre le parti Front Patriotique. Mais il n'y a jamais des... Alors, comment faire pour faire comprendre aux gens que c'est une opposition? Parce qu'il faut se battre pour y croire. Est-ce que vous avez rencontré, madame, des victimes d'autres tragédies du XXe siècle? On parlait notamment de la Shoah, vous l'évoquez vous-même. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, est-ce que vous sentez une parenté avec des gens qui ont, que ce soit dans d'autres, au Cambodge, etc., effectivement. Est-ce que vous rencontrez, est-ce que vous trouvez une parenté avec ces tragédies? Et j'ai déjà rencontré, et je travaille beaucoup avec les survivants juifs, avec des juifs. Je vais plusieurs fois à Jérusalem. Donc, on travaille ensemble parce que la prévention, c'est pour tout le monde. Et je parlais beaucoup avec les Arméniens. Et je fais des choses avec eux. Qui vont commémorer leur génocide l'année prochaine. Le Cambodge. Une fois, le centre culturel français m'a invité au Cambodge. On m'a appelé quelques jours avant et m'ont dit que sur l'ordre de Paris, je ne devais pas mettre les pieds au Cambodge. Et c'était fini. C'est ça qui s'est passé. Mais moi, j'aimerais qu'on se mette tous ensemble, qu'on trouve des solutions pour nos générations. Parce qu'on est en train de délirer, là. Mais... Je reviens sur le plan juridique. Vous dites dans votre livre à un moment qu'il ne faut pas, on ne peut pas s'attaquer simplement à ce qui s'est passé l'année 1994. Est-ce que c'est pas déjà un début? C'est toujours bien d'avoir un début, mais ne pas se fermer pour essayer de chercher à résoudre tous les problèmes. Christophe Jatteau. Merci Yolande Mukegasana d'être venue sur le plateau de TV5 Monde, de RFI, émission réalisée en liaison avec le quotidien Le Monde. Merci pour votre témoignage. Je rappelle que vous êtes donc rescapé du génocide rwandais où toute votre famille a péri. Vous publiez aujourd'hui Le nu et le chagrin d'une négresse aux éditions Aviso et vous nous donnez ce témoignage et votre vérité sur cette tragédie. Merci à vous d'être venu sur notre plateau. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un autre international sur les antennes de RFI et de TV5 Monde. Excellente suite de programmes sur nos antennes respectives. Merci.